Bonjour à tous, bienvenue sur les nouveaux chemins de la connaissance. Hey, you know what? Diffusés tous les jours, du lundi au vendredi de 10h01 à 10h59, les nouveaux chemins sont réalisés cette semaine par Laurence Millet, avec aujourd'hui Florent Hanoun à la technique, et préparés tous les jours par Geneviève Méric, Mathilde Unger, Julien Tricard, Géraldine Mosna-Savoie, Adèle Van Rett. Adèle qui vous parlera de mérite tout à l'heure avec le philosophe Yves Michaud à 10h50 dans le journal des Nouveaux Chemins. Et c'est la suite, ce mardi, pour nous, d'une semaine sur Derrida, autour de Derrida et en compagnie de ses meilleurs lecteurs dans les nouveaux chemins de la connaissance, en l'occurrence son biographe Benoît Peeters, qui est aujourd'hui, comme hier, et comme demain d'ailleurs, l'invité des chemins, et qui est accompagné ce mardi de Pierre Bouretz, qui nous parle chez Gallimard d'un ton guerrier en philosophie. Ne jamais réprimer, ni te taire à toi-même une objection que l'on peut faire à ta pensée. Fais-en le vœu. Cela fait partie de la loyauté première de la pensée. Tu dois chaque jour mener aussi campagne contre toi-même. Bonjour Pierre Bouretz. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Bonjour Benoît Peeters. Rebonjour. Bonjour. Bienvenue comme tous les jours sur les nouveaux chemins dans cette semaine sur Derrida. Le texte que je viens de lire, les 3 lignes que je viens de lire ne sont pas de Derrida. Elles sont de Nietzsche. On les trouve dans Aurore. C'est un paragraphe que vous citez à 3 reprises dans votre livre, Pierre Bouretz, d'un ton guerrier en philosophie, Habermas, Derrida et compagnie, paru dans la NRF, dans la collection Essais, donc chez Gallimard. Un texte que vous citez à 3 reprises, oui. Et pour cause. C'est un texte qu'il faudrait inscrire en lettres d'or avant d'entreprendre toute réflexion philosophique. Tu dois chaque jour mener aussi campagne contre toi-même. Alors, par-delà la noble ambition de réfléchir contre soi-même, de s'intéresser à la vérité d'en face quand on discute, et on va voir dans quelle mesure le débat Derrida-Habermas illustre ou pas d'ailleurs cet adage nietzschéen. Par-delà cette idée-là, il y a aussi un paradoxe dans cette phrase, c'est le ton presque martial, impératif de cette phrase, et qui en même temps décrit une position philologique qui, elle, est la condition de la paix. Absolument. Alors c'est doublement bien joué de ce choix de cette citation pour commencer. C'est vous qui l'avez choisi. D'un point de vue narratif, on commence par la fin, c'est-à-dire par la réconciliation entre Habermas et Derrida. Ce texte, Derrida le connaissait parfaitement, puisque dans le texte que vous avez lu, cela fait partie de la loyauté. Loyauté, c'est Redlichkeit en allemand. Et quand Derrida, a posteriori, raconte la discussion de Francfort, qui, dans le séminaire d'Axel Honneth, qui est l'endroit important où s'est opérée la discussion avec Habermas, et c'est ce qui marque en réalité leur réconciliation. Derrida écrit « La discussion fut soutenue poliment, honnêtement, redlich ». Voilà. C'est donc une référence évidemment, explicite. Derrida avait ce texte en tête. Évidemment, il y a là aussi un clin d'œil, qui est le fait que ce texte, qu'effectivement chacun d'entre nous devrait avoir au fronton de sa bibliothèque. Rappelons-le, tu dois chaque jour mener aussi campagne contre toi-même, voilà. Penser contre toi-même. Ça devrait être la maxime de ce que Habermas appelle l'éthique de la discussion. L'éthique de la discussion qui pour lui n'est pas seulement une question de bienséance et de règles, de civilité à opérer dans une discussion entre philosophes ou d'ailleurs pas philosophes, mais qui est beaucoup plus que ça, qui est le principe même de sa reconstruction de la raison. C'est la discussion argumentée et respectueuse, loyale entre individus qui offre le paradigme d'une relation qui devient une relation sociale, et c'est à partir de cela qu'on peut reconstruire la raison sur des bases qui ne sont pas celles du sujet transcendantal. Le paradoxe évidemment, c'est qu'en démocratie on fait grand cas du débat, qui est bien souvent un débat d'opinion dans lequel, en guise de discussion, nous avons la juxtaposition de monologues nerveux où il s'agit d'avoir raison de l'autre plus que de l'écouter ou d'être éventuellement convaincu par lui. Mais Benoît Peeters, sur cette question. Oui,
Derrida qui a souvent été guerrier, je suis très sensible au titre du livre de Pierre Bourretz, d'un ton guerrier en philosophie, parce qu'on a parfois une représentation un peu exagérément pacifiée de l'histoire de la philosophie, comme si les grands penseurs étaient comme ça, réunis autour de la table pour cheminer ensemble vers la sagesse. Montrer cette part guerrière qui est présente dans l'histoire des sciences et dans celle de la philosophie, c'est très important, mais Derrida s'inscrit bien sous cette formule nietzschéenne qui a été citée, puisque le dernier grand entretien qu'il a donné, qui est magnifique, l'entretien avec Jean Birnbaum qui était paru dans Le Monde, Apprendre à vivre enfin. Oui, mais était paru d'abord sous le titre « Je suis en guerre avec moi-même ». Pour le livre, on a pris ce très beau titre ensuite d'Apprendre à vivre enfin, qui est le début du texte, mais « Je suis en guerre avec moi-même », c'était le véritable titre de la publication d'origine. Et ça dit bien que l'ensemble de ces conflits qu'a traversé Derrida tout au long de son existence étaient d'abord des conflits intimes. Et un des mots qui résume quand même sa pensée, et de plus en plus, c'est le mot d'aporie et cette notion d'une sorte d'instabilité de tout énoncé, qui est peut-être une des choses qui a engendré le malentendu autour de lui, où on avait l'impression que Derrida n'offrait pas des réponses claires, n'offrait pas des réponses fermes, mais c'est parce que l'instabilité même de l'énonciation était pour lui le cœur de ce qu'il a appelé à la fin de sa vie le courage de la pensée. Le courage de la pensée, c'est cette instabilité. Peut-être s'il fallait faire une généalogie de l'entreprise derridienne, une généalogie nominale, j'entends, c'est-à-dire mettre des noms, des figures derrière la démarche de Derrida. Il y a la figure de Nietzsche, on a vu ce paragraphe d'Aurore, et puis naturellement le fait que Derrida est attentif justement à la démarche du généalogiste, c'est-à-dire de celui qui s'intéresse moins à la réponse finalement qu'au motif qui détermine telle ou telle question. Mais il y a aussi peut-être Héraclite, après tout, pour qui le conflit est mère de toute chose. Et cette mobilité héraclitéenne dont on retient en général qu'il dit que tout coule et qu'on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, peut-être cette mobilité héraclitéenne qui repose sur un antagonisme fondamental, en elle-même éclaire bien des démarches de Derrida, notamment par exemple son rapport à la mort. Il dit, dans l'entretien que vous rappelez, il dit « Je ne suis jamais autant hanté par la nécessité de mourir que dans les moments de bonheur et de jouissance. Jouir et pleurer la mort qui guette, pour moi c'est la même chose, Pierre Bourretz. » Oui, Héraclite, à ma connaissance, est un des rares penseurs que n'ait pas commenté Derrida. Les présocratiques, c'est pas sa culture. Le point que je voulais signaler, c'est évidemment le titre du livre, d'un ton guerrier en philosophie. C'est un double clin d'œil à un petit opuscule de Kant, 1796, d'un ton supérieur récemment entendu en philosophie, dans lequel le doux Kant attaque très vigoureusement des adversaires, en plus avec une ruse qui est qu'il vise deux auteurs qui étaient déjà mineurs à son époque et que nous avons complètement oubliés, alors qu'en réalité c'est Jacobi qui est visé. Et puis, deuxième clin d'œil, un petit livre de Derrida antérieur à sa polémique avec Habermas, qui est un commentaire du texte de Kant, d'un ton apocalyptique en philosophie. Adopté naguère en philosophie. Alors ensuite, moi, je jouerai évidemment sur les adverbes. Autrefois, récemment, jadis, naguère, pour savoir où nous en sommes, nous, justement, de ces guerres philosophiques, une fois la réconciliation entre Habermas et Derrida opérée. Donc, dans ce clin d'œil, il y a aussi quelque chose qui m'a beaucoup... Oui, disons amusé, c'est que via Derrida et parfois tout seul, j'ai découvert et fait jouer des textes à contre-intuitifs des différents philosophes. Totalement contre-intuitif le fait que Kant polémique avec une vigueur avec une très grande vigueur contre des adversaires. Kant écrit aussi dans un autre petit texte que je crois Derrida n'avait pas vu alors qu'il connaissait très très bien Kant, où Kant dit la guerre est nécessaire en philosophie. En philosophie, on fait la guerre. Camp contre camp. À l'inverse, le texte de Nietzsche, qui n'est pas réputé particulièrement pacifique, le texte de Nietzsche par lequel nous avons commencé, est une maxime de la discussion apaisée, rigoureuse, respectueuse. Il y a d'autres exemples dans le livre. Certains ont été parfaitement pointés, évidemment, par Derrida, qui aimait ce type de clin d'œil. Alors on va revenir au début de cette polémique, de cette guerre
et de cette paix, la guerre et la paix. On aurait pu appeler ça comme ça aujourd'hui. La guerre et la paix entre Derrida et Habermas, la paix qui se noue d'ailleurs autour d'un acte de guerre, c'est-à-dire à la faveur du 11 septembre. Avant cela, vous avez Non, elle est cité... nouée avant, hein, c'est important. Vous avez raison, ils se sont rencontrés avant et ils se sont proposés de discuter avant. Choses, tout à non, fait. c'est plus important que ça. Là, il faut pas faire c'est très important de respecter la chronologie. J'ai pris ce texte qui a été traduit dans Libération par un titre que je retiens pas parce qu'il est pas bon, mais qui s'appelle en allemand, j'ai repris l'original allemand dans la Frankfurter Allgemeine Zeitung, donc texte collectif, rédigé par Habermas, il s'appelle en allemand Nach dem Krieg, après la guerre. Donc là, évidemment, je l'ai pris comme un clin d'œil, simplement parce que clin d'œil, symbole ou symptôme de la réconciliation. Simplement, il faut faire très attention. C'est un texte qui arrive à la fin de cette histoire, que je prends comme symbole. Il faut pas le surinterpréter, parce que sinon on aurait l'impression que cette réconciliation n'est que, si je puis dire, politique, qu'il ne s'agit que d'un acte où des grands intellectuels européens et quelques Américains comme Richard Rorty se mettent ensemble pour dénoncer la politique de Bush. Non, les choses ont commencé bien avant. Les choses ont commencé bien avant et les choses sérieuses sont déjà faites. Hein. En un mot, la chronologie, octobre 1998, Derrida et Habermas se croisent un peu par hasard parce que Habermas est là pour écouter une conférence de Derrida à Northwestern à Chicago, et ils se croisent à la partie qui suit, et Habermas vient et lui dit il faudrait que nous ayons une discussion. Alors, il ajoute, c'est Benoît Peters qui me l'apprend, il serait temps. N'attendons pas qu'il soit trop tard. Ça, c'est Derrida qui répond ça. C'est Derrida qui répond ça. Il y a d'ailleurs c'est tout Derrida, d'ailleurs, dans cette idée du trop tard qui est imminent, et il ne savait pas à quel point il l'était. Exactement, voilà. Hein, donc ça, c'est le point. Et là-dessus, ils se mettent d'accord pour une réunion. Alors ensuite, il y a toute une série d'obstacles. Et cette réunion organisée dans le séminaire d'Axel Honneth à Francfort, c'est-à-dire dans le séminaire de l'élève, du disciple attitré d'Habermas, qui avait occupé lui-même la chaire d'Adorno. Ça se passe dans le plus grand sérieux philosophique. On ne sait pas très bien ce qui s'y est passé parce que Habermas a fait promettre aux participants de ne rien dire, de ne rien publier dans la presse, de ne pas citer ce qui s'est passé. Donc c'est un moment un peu opaque. Moi, j'ai recueilli le témoignage d'une personne qui a joué un rôle plus important qu'Axel Honneth, qui a été l'invité, la personne qui a organisé la discussion, la personne qui l'avait préparé philosophiquement avec un texte qui avait circulé et auquel déjà Derrida avait répondu. C'est Simon Critchley, qui est un Anglais, ce qui lui permettait d'être à ce moment-là dans une position d'extériorité, de neutralité, qui lui permettait d'être très diplomate pour essayer de poser les linéaments d'une discussion possible entre les deux. Ça, c'est important. Le moment le plus important, je crois, philosophiquement, qui scelle la réconciliation, c'est la remise à Derrida le 22 septembre 2001, la date est évidemment importante, du prix Adorno. Oui. Francfort, c'est là que les choses se passent. Le prix Adorno, il est clair que Habermas avait été intervenu dans le fait pas que directement, d'après mes informations, mais en tout cas, il a marqué suffisamment de bienveillance pour qu'il n'y ait pas de... Il avait une faculté d'empêcher, il ne l'a pas utilisé. Le petit texte de Derrida qui a été publié ensuite, qui s'appelle Fichu, est un texte absolument formidable, d'intelligence philosophique, d'ironie, mais d'une ironie à l'égard d'Habermas qui devient une sorte de tendresse, et Derrida fait un coup formidable, c'est que il se met dans la famille. On est à Francfort, il y a l'ombre d'Adorno, le prix porte le nom d'Adorno, il prend un texte de Benjamin qui est une lettre à Gretel Adorno. Donc là, Derrida, de manière très subtile, extraordinairement subtile, se fait une place dans la famille pour dire en gros, est-ce que le meilleur disciple d'Adorno, c'est pas moi ? Je ne suivrai pas les dérivations et les usages de ce mot extraordinaire, fichu. Il signifie des choses différentes selon qu'il figure un nom ou un adjectif. Là, on est tout dans Derrida, vraiment. Le fichu, et c'est le sens le plus apparent dans la phrase de Benjamin, cela désigne un châle, la pièce d'étoffe qu'une femme peut se mettre en toute hâte sur la tête ou autour du cou. Mais l'adjectif fichu dénote le mal, ce qui est mauvais, perdu, condamné. Un jour de septembre 1970, voyant venir sa mort, mon père malade me confia
je suis fichu. Et là, vraiment, on est de plein pied dans le Derrida le plus derridien et également génial. Mais revenons en amont de tout ce que vous racontez, Pierre Bourretz, c'est-à-dire à l'origine de cette querelle, au point de départ de cette querelle entre Habermas et Derrida, une querelle, Benoît Peeters, dont il faut bien dire que c'est Habermas qui en est à l'origine. Oui, et je crois qu'il faut situer aussi l'histoire des rapports de Derrida avec la scène allemande. Oui. Les choses ne démarrent pas mal du tout. Très tôt, Derrida est accueilli en Allemagne, chez Peter Zandi, à Berlin, à travers notamment Samuel Weber, qui est un proche de Zandi, mais qui va devenir un vrai Derridien, un des premiers Derridiens. Les textes de Derrida seront traduits très tôt en allemand, et son dialogue, notamment avec l'œuvre de Husserl et celle de Heidegger, est bien perçu. Et les choses vont se dérégler autour de Habermas, pour toutes les raisons que Pierre Bourretz raconte, mais peut-être aussi autour d'un double enjeu que je raconte en détail et qui me semble très très important, qui est au milieu des années 80, la double affaire. Les deux sont vraiment concomitantes. Heidegger, Paul de Man. Deux accusations graves sur le plan politique, au fond, de complaisance à l'égard du pire du côté de Derrida, complaisance à l'égard de Heidegger, dont Habermas se défie très fortement, philosophiquement comme politiquement, philosophiquement aussi, et complaisance à l'égard de Paul de Man, ami essentiel de Derrida, introducteur de Derrida aux États-Unis, en tout cas un de ceux qui a le plus compté, et dont après la mort, on découvre des articles de jeunesse, de prime jeunesse, parus dans le quotidien belge le soir, et qui sont, pour certains, clairement antisémites. Derrida défend la mémoire de son ami, la défend peut-être un pas trop loin, et cette double affaire va faire de lui une sorte de brebis galeuse en Allemagne. Et il y aura l'attaque de Habermas que je laisserai Pierre Bourretz raconter, mais il faut voir qu'autour d'Habermas, sur la scène allemande, il y a vraiment une sorte de tabou contre des articles haineux dans la presse où on accuse Derrida, le petit juif d'Alger, chassé de l'école à 12 ans par les mesures de Vichy. On l'accuse quasiment de complaisance envers le fascisme et le nazisme. Et donc, Derrida n'est plus publié par le plus grand éditeur allemand, Suhrkamp. Derrida refuse plusieurs invitations dans des universités allemandes. Et on peut dire que dans le développement de l'œuvre de Derrida à la fin des années 80 aux États-Unis, il y a aussi une sorte de fuite plus ou moins contrainte par rapport à la scène allemande. Donc il faut bien voir que les enjeux du conflit Habermas-Derrida, ce ne sont pas simplement des enjeux philosophiques, c'est aussi une vraie guerre de tranchées, une vraie guerre de position entre deux camps. C'est vraiment en derridien que vous décrivez un contexte, Benoît Peeters. C'est en derridien que vous décrivez un contexte, ou que vous tissez un contexte. Habermas écrit le discours philosophique de la modernité, c'est chez Gallimard, ça paraît en 80, enfin c'est traduit en 88, il l'écrit en 85. Et ce sont 12 conférences. Il y en a 2 qui sont consacrées à Derrida et dans lesquelles d'ailleurs Habermas s'appuie davantage sur les travaux des disciples de Derrida que sur les travaux de Derrida lui-même. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de voir d'abord que Derrida est attaqué en Allemagne, comme il l'était en France d'ailleurs, puisqu'en 85, c'est également la parution de La Pensée 68, le pamphlet de Luc Ferry et d'Alain Renaud, dans lequel... lu manifestement par Habermas, ou en tout cas dont il a eu l'écho, mais qu'il ne cite pas, qu'il a la prudence de ne pas citer. Et alors, il dit ceci, Habermas, indexe la pensée de Derrida sur celle de Heidegger, en disant que la destruction heideggerienne est devenue déconstruction derridienne, et qu'à cet égard, la philosophie se voit libérée de l'obligation de résoudre des problèmes, et qu'au fond... elle est détournée, dit Habermas notamment, à des fins de critique littéraire. C'est d'une certaine manière, d'ailleurs, ça rappelle un peu le ton qu'employait Francis Janson, téléguidé par Jean-Paul Sartre, pour flinguer l'homme révolté de Camus, dans lequel Francis Janson, à 28 ans dans les temps modernes, disait à Camus, au fond, vous êtes frivole, Albert Camus. Il me semble qu'il y a chez Habermas, intuitivement, une accusation de frivolité portée à l'encontre de Derrida, qui, face à des phénomènes très graves, comme l'appartenance au parti nazi de Heidegger, ou des choses comme ça, semble éluder, comme fidèle à lui-même et à sa stratégie de contournement de la question, semble éluder le véritable problème, Pierre Bourretz. Ou en tout cas ne pas répondre. Il y a des moments où il faut répondre. Oui. Il y a 2 choses. Il y a une hypersensibilité d'Habermas qu'on peut parfaitement comprendre compte tenu de sa propre biographie, aux enjeux, aux connivences, aux conséquences éventuelles des positions philosophiques.
Habermas a été formé à la philosophie au tout début des années 50, dans un contexte qu'on connaît parfaitement. On peut comprendre qu'il ait une espèce d'hypersensibilité, et effectivement, le moment, c'est celui des polémiques sur Heidegger, de la polémique sur Paul de Man. Qui entre dans le grand public, voilà, qui sont quand même des polémiques d'une dureté terrible. Il y a rumeur de ce qu'il y a des choses autour de Derrida. Cela dit, le discours philosophique de la modernité est un très grand livre, est une histoire de la philosophie depuis les lendemains de la mort de Hegel, dans laquelle Habermas reconstruit une espèce de paysage de la critique de la modernité par elle-même, paysage dans lequel il a sa propre place, il dessine sa propre place. Il est le peintre qui se dessine dans le tableau, comme le tableau de Velázquez dont Foucault fait un très bel usage. Il est le peintre qui se met dans le tableau et il prend chacun des grands auteurs de la critique de la modernité, donc après Hegel, Nietzsche, Heidegger, et il met là Derrida avec cette idée qu'il y a là une sorte de filiation dans laquelle chacun de ces auteurs est le meilleur lecteur de l'autre, mais qu'il cherche à surenchérir sur l'autre. Et la surenchère derridienne du point de vue de Habermas, c'est effectivement le fait de, pour utiliser le terme même de la partie de son texte qui concerne Derrida, la deuxième partie du texte, l'effacement de la différence générique entre philosophie et littérature. On peut dire que, si on veut résumer, pour Habermas, Derrida, c'est de la littérature, comme on dirait de manière un peu péjorative. Mais derrière ça, il y a des vrais enjeux. C'est ces enjeux-là que j'ai essayé de reconstruire. Ces enjeux-là, Pierre Bourretz, il faut qu'on avance, parce qu'on est déjà à mi-chemin de cette émission. Vraiment, on mentirait par omission à nos auditeurs si on n'en venait pas à la deuxième étape, c'est-à-dire 12 ans plus tard, qu'on a commencé à esquisser avec vous au début de cette émission, et vers laquelle il faudra en revenir, et le concept du 11 septembre, qui est quand même un livre non pas commun, puisque ce sont deux entretiens séparés, ils ne dialoguent pas. Néanmoins, c'est un livre qu'ils ont co-signé en un sens. Et il faudra en venir à cela. Avant cela, réponse de Derrida à Habermas, Benoît Peeters. C'est toujours au nom de l'éthique, d'une éthique prétendument démocratique de la discussion. C'est toujours au nom de la communication transparente et du consensus que se produisent les manquements les plus brutaux aux règles élémentaires de la discussion. C'est toujours le discours moraliste du consensus, du moins celui qui feint d'en appeler sincèrement au consensus, qui produit en fait la transgression indécente des normes classiques de la raison et de la démocratie. Au fond, Derrida refuse de se laisser enfermer dans la conception que Habermas se fait de la rationalité et de la discussion. Il faut dire que Derrida, qui est un prodigieux lecteur, c'est un des plus grands lecteurs de l'histoire de la philosophie, se plaint, dans le cas des critiques que Searle lui avait adressées à propos de son texte sur Austin, et se plaint par rapport à Habermas dans les discours philosophiques de la modernité, de ne pas avoir été lu, tout simplement. D'être attaqué sans avoir été lu, à partir de résumés proposés par d'autres, et avec cet énoncé quand même qui, je crois, met Derrida hors de lui, et que vous avez raison, Pierre Bourretz, de souligner, de développer, puisque Derrida ne fait pas partie des philosophes amis de l'argumentation. Et donc, on fait de Derrida quelqu'un qui refuserait la scène de l'argumentation, donc au fond un philosophe imposteur, et là Derrida ne peut pas le supporter et réagit lui-même dans un texte qui s'appelle Pour une éthique de la discussion, mais réagit avec une véritable virulence parce qu'il est touché au vif. On peut reprocher beaucoup de choses à Derrida, mais quand il a lu Foucault, ou quand il a lu Lévi-Strauss, ou quand il a lu Lacan, il les a lus de près, il les a lus dans le texte mot à mot, et il dit toujours que son effort de déconstruction ne se porte que sur des œuvres qu'il estime et qu'il a estimé devoir lire mot à mot avec patience et générosité. La critique de Derrida porte toujours cette générosité de l'attention patiente à l'autre. Et Habermas, à ce moment-là, ne le fait pas. Il lit Derrida à travers les autres, à travers des résumés qui ne rendent pas justice à sa pensée. Et puis derrière ça, il y a deux éthiques de la discussion, et au fond, Habermas, Derrida, c'est Kant et Nietzsche. Ils s'entendent pas parce ils sont ici, en tout cas, ils agissent en héritiers de traditions pas forcément antagonistes, en tout cas pas toujours antagonistes. Vous avez rappelé, Pierre Bourretz, effectivement, le titre de votre livre est la troisième version, finalement, d'une façon de titrer. Kant avait écrit sur un ton supérieur pris en philosophie, c'est la traduction qu'en donne justement Alain Renaud. Derrida parle d'un ton apocalyptique adopté naguère
en philosophie, c'est la traduction que Derrida donne de son propre titre en français, et puis vous-même, d'un ton guerrier en philosophie. Venons-en aux sources de cette question, et puis on va aller ensuite vers la réconciliation. Je mets le mot pour l'instant entre guillemets, entre Habermas et Derrida. Venons-en aux sources, c'est-à-dire au premier texte, le ton supérieur, pris en philosophie, tel que Kant en parle, et il est très intéressant. On va entendre Jean-Louis Jacopin nous lire un extrait de ce texte de Kant, qui est un texte paradoxalement assez simple à comprendre d'ailleurs, et qui, en tout cas simple dans son énonciation, et qui au fond s'en prend à tous ceux qui pensent tellement savoir qu'ils se dispensent à cet égard de la discussion. Or, le sentiment de savoir qui dispense de la discussion est en lui-même un problème, et c'est ce que Kant a le mérite de soulever dans ce texte. Donc, sur un ton supérieur, pris en philosophie, Emmanuel Kant, Jean-Louis Jacopin. L'arabe ou le mongol méprise le citadin et s'imagine par rapport à lui supérieur, parce que déambuler dans les déserts avec ses chevaux et ses moutons est plus un divertissement qu'un travail. Le Tungus des forêts pense jeter une malédiction sur la tête de son frère quand il lui dit « Puisses-tu élever ton bétail toi-même comme le Buriat ?» Celui-ci retourne la malédiction et dit « Puisses-tu cultiver la terre comme le Russe ?» Ce dernier dira peut-être, selon sa façon de penser « Puisses-tu être rivé au métier à tisser comme l'Allemand ?» En un mot, tous s'imaginent supérieurs dans la mesure où ils croient pouvoir ne pas travailler. Et selon ce principe, les choses ont récemment été si loin qu'une prétendue philosophie, pour laquelle on peut ne pas travailler, mais seulement écouter l'oracle présent en soi-même et en profiter pour faire de fond en comble l'acquisition de toute la sagesse qui est visée par la philosophie, s'annonce sans déguisement et publiquement. Et cela, à vrai dire, sur un ton qui montre qu'ils ne se conçoivent pas du tout comme à mettre au même rang que ceux qui, de façon scolaire, se tiennent pour obligés de progresser lentement et avec prudence de la critique de leur faculté de connaître à la connaissance dogmatique, mais qu'au contraire, ils sont en mesure d'accomplir, de façon géniale, en un seul coup d'œil sur leur intériorité, tout ce que le labeur peut jamais procurer et bien plus encore. De sciences qui requièrent du travail comme les mathématiques, la science de la nature, l'histoire ancienne, la philologie, etc., et même la philosophie, en tant qu'elle est contrainte de s'engager dans un développement méthodique et une combinaison systématique des concepts, certains peuvent, certes avec pédantisme, faire leur fierté. Mais à nul autre qu'aux philosophes de l'intuition, qui effectuent ces démonstrations non pas grâce au travail herculéen de la connaissance de soi de bas en haut, mais, franchissant d'un bond ce travail de haut en bas, grâce à une apothéose qui ne lui coûte rien. À nul autre, il ne peut venir à l'esprit d'affirmer sa supériorité, car il parle là sous sa propre autorité, et c'est pourquoi il ne doit en rendre compte à personne. Pierre Bourretz et Benoît Peeters sont les invités des Nouveaux Chemins de la Connaissance ce mardi dans une semaine sur Derrida. C'est Derrida qu'on entend ici d'une certaine manière, un Derrida remixé. On a fait subir beaucoup d'avanie à Derrida. Pourquoi pas, hein? C'est un cours de Derrida mixé avec une musique ordino bontempiesque, me dit Mathilde Unger, sur un mode plutôt sarcastique. Chicatapulte. Allez, venons-en à leur réconciliation, si j'ose dire, ou plus exactement à l'occasion postérieure à leur réconciliation, en tout cas une occasion qui vient sceller leur réconciliation. On va entrer dans la lettre des textes et l'occasion qui est donnée donc pour les deux de se réconcilier, c'est le moment du 11 septembre. Derrida dit ceci, hein, ce soir, c'était le soir, là-bas, le patron du café où je me trouvais avec des amis nous annonce qu'un avion a craché sur les Twin Towers. Je rentre précipitamment à l'hôtel et dès les premières images télévisées, celles de CNN, je le précise, il était facile de prévoir que ça allait devenir aux yeux du monde un événement majeur. Pour autant que j'ai pu m'en rendre compte, la Chine, il était en Chine, a tenté pendant les premiers jours de circonscrire la portée de l'événement comme s'il s'agissait d'un épisode local. Benoît Peeters, c'est donc de Chine que Derrida assiste au 11 septembre.
De Chine qu'il assiste au 11 septembre, qui l'obnubile immédiatement au point qu'il va transformer la conférence qu'il prononce le lendemain, puis il rejoint Francfort pour la fameuse conférence du prix Adorno, et tout de suite après, il est à New York, là où beaucoup d'intellectuels européens ont annulé leur venue à New York. On est dans les jours immédiatement après le 11 septembre, et non seulement Derrida veut marquer sa solidarité avec les New-Yorkais, mais tenter de penser l'événement, et ça sera l'occasion de ce croisement de discours très important avec Habermas. Il faut dire aussi que la pensée de Derrida, qui pendant longtemps avait pu sembler éloignée du politique et de l'événement, n'a cessé de s'en rapprocher au cours de la décennie 90. Certains ont même parlé, ça agaçait un peu Derrida, d'un tournant éthico-politique, mais il est clair que de Spectre de Marx à politique de l'amitié, puis à ce qui deviendra voyou, et même des textes au titre moins évident comme L'animal que donc je suis, le politique traverse les 10 dernières années de Derrida et va le rendre particulièrement sensible à la politique de Bush, où il va prendre des positions plus fortes, plus immédiates que celles qu'il prenait auparavant, et évidemment à l'événement qu'il essaye, comme d'autres, comme nous tous d'ailleurs, de penser, mais qu'il essaye de penser avec les instruments de la philosophie. La façon qu'il a en l'occurrence de penser contre lui-même, c'est de dire ma compassion absolue pour les victimes du 11 septembre ne m'empêchera pas de le dire, je ne crois à l'innocence politique de personne dans ce crime. Et si ma compassion pour toutes les victimes innocentes est sans limite, c'est qu'elle ne s'arrête pas non plus à celles qui ont trouvé la mort le 11 septembre aux États-Unis. C'est là mon interprétation de ce que devrait être ce qu'on appelle depuis hier, selon le mot d'ordre de la Maison-Blanche, une justice sans limite, ne pas se disculper de ses propres torts et des errements de sa propre politique, fût-ce au moment d'en payer, hors de toute proportion possible, le plus terrible prix. Alors Pierre Bourretz, il y a deux choses. Naturellement, compassion d'un côté, mais dans le même temps une compassion qui ne s'arrête pas à la dénonciation métaphysique d'un crime qui permet de ne pas le penser ou qui interdirait de le penser. Deuxièmement, cette façon qu'il a de retourner une expression de George Bush contre elle-même en la déridisant finalement, reprendre le terme de justice sans limite pour bien montrer qu'il ne s'agit pas d'un châtiment divin, mais en réalité d'une justice qui doit s'étendre jusqu'à ceux qui, à l'instant du 11 septembre, se vivent uniquement comme les victimes de l'attentat. Oui, là, il faudrait vraiment prendre beaucoup de temps parce que on en a peu. Ce concept de 11 septembre, c'est malheureusement pas un dialogue. Ce sont 2 entretiens réalisés à quelques jours de distance par la même personne. Heureusement, sans questionnaire. Giovanna Boradori, il faut lui rendre hommage. Qui, heureusement, n'a pas fait un questionnaire, qui a lancé chacun de son côté la discussion sur la notion d'événement. Donc, évidemment, Derrida a beaucoup plus à dire là-dessus que Habermas. Et puis qui ensuite les a laissés, en les relançant par des questions, avancer au fil de leur propre réflexion. La question qu'on peut se poser a priori en entrant dans ce livre, c'est de savoir jusqu'à quel point chacun d'entre eux va au fond se déplacer par rapport à ses propres positions. Chacun d'entre eux soumis à ce que chacun perçoit comme un événement qui est presque à l'échelle de l'histoire universelle, est-ce que chacun d'entre eux va bouger par rapport à ses propres positions? Alors, évidemment, on imagine plus facilement Derrida bouger parce que Derrida bouge toujours, parce que Derrida n'a pas de position. Et donc on mais c'est Habermas bien... qui a bougé, c'est pas Derrida. Alors, Habermas a bougé, mais pas tant que ça, finalement. Alors, il y a un troisième passage vous avez cité effectivement deux moments le terme serait pas bon philosophiquement, mais 2 temps de la réflexion de Derrida, la compassion, et puis l'ironie à l'égard de George Bush, je ne peux pas croire que, etc. Et puis, il y a quand même une formule qui est très surprenante et qui est une pierre dans le jardin d'un certain type de derridianisme ou de ceux qui essayent d'enrôler Derrida dans le camp de la postmodernité, etc. C'est in fine, s'il fallait choisir, je prendrais parti pour le camp qui laisse en principe en droit une perspective ouverte à la perfectibilité au nom du politique, de la démocratie, du droit international, des institutions internationales. Entre Kaboul et New York, il choisit New York. Voilà. Et au moment où Jean Baudrillard, dans un texte épouvantable que j'ai cité plusieurs fois, dit « Qui n'aurait rêvé, je paraphrase là encore, que cet événement se produise, que cette agression contre l'Empire américain, qui n'aurait rêvé qu'il se produise un jour ?» Alors c'est là que, si on prend le temps de redéployer ensuite tout ce que dit Derrida, notamment au travers de son grand texte sur le droit à force de loi, qui est un texte très très fort, quand il dit « justice sans limite », c'est évidemment un clin d'œil ironique à Bush, mais justice sans limite, c'est la
position de Derrida sur la question de la justice. Derrida montre bien dans ce texte Force de loi, en s'appuyant sur Lévinas, mais en allant plus loin que Lévinas, que justement, la différence entre la justice et le droit, c'est que le droit, c'est évidemment quelque chose qui procède du calcul, de la calculabilité, c'est la recherche de l'application d'une norme à une situation concrète, mais la justice déborde le droit parce que, précisément, la justice est sans limite. Le droit est déconstructible, Benoît Peters. mais la justice ne l'est pas. Ça, c'est une des thèses fondamentales. On peut défaire les couches accumulées, et c'est d'ailleurs ce que les juristes n'arrêtent pas de faire. Et c'est pour ça qu'ils ont réservé un si bon accueil à C'est aussi Derrida. d'ailleurs une des phrases les plus obscures de Derrida. Je ne la retrouve pas au moment où vous parlez, mais vous allez la citer. L'indéconstructibilité du droit. Oui, Comment- De la justice, pas du droit. De la justice, de la pardonnez-moi, justice, voilà, oui. c'est ça. Oui, c'est ça. Le droit est déconstructible. La justice, elle, ne l'est pas. Et d'ailleurs, c'est pas tout à fait un hasard. Habermas, Derrida s'appuie sur Husserl pour dire ça. C'est-à-dire que Derrida assume presque, quand il formule cela, une perspective transcendantale au sens de Husserl. Il y a quelque chose qui échappe au calcul. D'ailleurs, qui il y a une dépasse chose, le calcul. si on veut rester sur un terrain philosophique qui n'est pas tout à fait le mien, mais ça m'a frappé beaucoup en vous lisant Pierre Bourretz, c'est qu'au fond, on a parfois tendance à penser que Kant et Derrida, ça fait deux mondes. Or, on s'aperçoit de l'importance constante du texte de Kant et de la référence kantienne chez Derrida. Et ça m'a fait penser à un moment dans mon livre qui m'avait tout à fait surpris dans mon enquête. C'est la seule année où Derrida a enseigné en lycée. C'est l'année 1959-60, où il est professeur de terminale et d'hypocagne au lycée du Mans. Et les élèves de l'époque qui ont témoigné disaient ce qui était un peu pénible avec ces cours, outre le fait qu'ils étaient d'un niveau très haut, c'est qu'ils revenaient sans arrêt sur Kant et qu'ils nous disaient Kant est l'indépassable. C'est une chose qu'on dit peu sur Derrida. Et l'un des élèves me cite cette phrase qui pourrait figurer dans le livre. Derrida, 10 ans alors que les élèves se plaignent du retour sur la critique de la raison pure, Derrida dit « Le propre d'un grand philosophe est qu'on le retrouve à chaque tournant Voilà. ». C'est donc bien dire aussi l'enracinement de Derrida dans une tradition qui est une vraie tradition de la philosophie sérieuse et qu'on ne peut pas ramener non plus Derrida à une sorte de littérateur brillant. Mais Et ça, il y a- c'est fondamental et on le retrouve dans le dialogue tardif avec Habermas. Ils ont quand même quelques points d'ancrage et il va y avoir chez eux, évidemment, philosophiquement et politiquement, la réaffirmation d'une nécessité d'une Europe par rapport à ce que les États-Unis représentent à ce moment-là. Et je crois que dans l'alliance, je préfère peut-être le terme d'alliance à celui d'amitié, l'alliance qui se scelle entre Derrida et Habermas dans les dernières années, il y a cette façon de réinventer l'Europe ou de vouloir réinventer une nouvelle vieille Europe contre une hégémonie américaine. Une Europe qui se reconnaît dans ses gestes. On va entendre justement Derrida lui-même, c'est donc lui la parole. On va entendre Derrida lui-même se demander ou expliquer peut-être comment on peut être héritier de l'Europe, comment on peut hériter de l'idée européenne sans être pour autant européocentriste. Écoutez-le. Ce qu'on nomme l'Europe ou la philosophie européenne, c'est non seulement un corps de culture, de langue, de tradition qui se rassemblent, mais c'est aussi un tourment et un travail porté à, justement, excéder le lieu européen, à excéder ses propres frontières. On parlait tout à l'heure de vocation universelle, de mouvement pour justement se porter au-delà de son lieu de naissance. Je crois que c'est ça ce qui caractérise justement le meilleur de la philosophie européenne, de ce qu'on appelait autant de Husserl ou de Valéry ou même de Heidegger, l'esprit européen. Et donc, la difficulté, c'est, pour les responsabilités que nous avons à prendre aujourd'hui, c'est à la fois d'être fidèle à cette inspiration, à ce mouvement d'universalisation, sans eurocentrisme, c'est-à-dire sans reconstituer une Europe qui, identique à elle-même, reprendrait une sorte de figure stable et de force politique, économique, militaire, en concurrence avec d'autres
d'autres forces analogues. Donc, comment faire pour être un héritier de l'Europe de ce point de vue-là, sans eurocentrisme? C'est ça la difficulté de cette réponse, cette responsabilité. Pierre Bourretz et Benoît Peeters sont les invités des Nouveaux Chemins de la Connaissance. Ce mardi, c'est de Derrida que nous parlons toute la semaine, en particulier ici, du rapport de la guerre et de la paix entre Derrida et Habermas. Pierre Bourretz, à l'occasion du 11 septembre, le 11 septembre est pour Derrida l'occasion de rappeler finalement son refus de renoncer à la complexité en toutes circonstances. Bon, ce serait pour lui, l'expression est de lui, je l'ai trouvé chez Benoît Peeters, dans la biographie de Benoît Peeters, une obscénité inacceptable, comme si on lui demandait de s'incliner, de s'asservir. Et la façon qu'il a de ne pas renoncer à la complexité, c'est par exemple de dénoncer, et en un sens, il n'a pas tort, de dénoncer ce qu'il appelle des procédés d'intimidation totalitaire, c'est dans une lettre à Lanzmann, procédés d'intimidation totalitaire qui consistent à traiter d'antisémite finalement quiconque est hostile par exemple à la politique israélienne. De la même manière, d'ailleurs, on pourrait ajouter qu'il est odieux de traiter d'islamophobe quiconque est un adversaire de la burqa, et qu'au fond, c'est la même affaire, là. Mais est-ce que cet éloge de la complexité derridienne, cet éloge derridien de la complexité, n'est pas en lui-même un peu simpliste, dans la mesure où Derrida s'abrite derrière la dénonciation, mais évidente, d'un amalgame entre antisémitisme et hostilité à l'encontre de la politique étrangère israélienne? Au fond, il y a aussi des gens qui sont hostiles à la politique étrangère israélienne, même s'ils ont parfois des raisons pour cela, par antisémitisme, de la même manière qu'il y a des gens qui sont hostiles à la burqa par islamophobie. Quelle part Derrida reconnaît-il à la haine objective dans un tel discours, que ce soit le discours hostile à l'islam ou le discours hostile à Israël? Oui, je sens dans votre question un subtexte qui est que, au fond, on peut. Il faut appliquer Derrida à Derrida. Absolument, si vous voulez. Non, mais c'est ce que il faut appliquer Derrida à Derrida. Je suis d'accord avec vous. Je pense que ce type de prise de position au sens justement politique de Derrida n'est pas ce qui est le meilleur chez lui, n'est pas ce qui m'intéresse le plus. En revanche, il y a un traitement philosophique de la complexité qui est très très intéressant. Benoît Peeters disait tout à l'heure une chose sur laquelle j'insiste beaucoup, c'est le fait qu'il y a un fil kantien qui traverse toute l'œuvre de Derrida. Je l'ai mis en scène dès le début du livre en citant dès l'introduction les petits textes de Kant que Derrida commente dans des petits textes, mais aussi les grands textes de Kant que Derrida commente dans de grands textes sur de très très longues séquences. Au passage, il y a quelqu'un qui l'avait compris très très tôt, c'est Bourdieu, dans le paragraphe très très violent de la distinction contre Derrida, attaquant un commentaire de la critique de la faculté de juger par Derrida. Je ferme la parenthèse, je reviens au fil kantien et la manière très exacte philosophiquement dont Derrida essaye de traiter philosophiquement la complexité, c'est d'opposer à ce que Kant appelle l'idée régulatrice la notion d'aporie, et d'opposer, voilà, et de travailler et de mettre en regard le comme si kantien, agir comme si quelque chose qui ne sera pas pourrait être, donc le principe de la raison pratique, il lui oppose le peut-être. Oui, mais est-ce qu'on n'est pas là, Pierre Bourretz, Benoît Peeters, face à des limites de la complexité, et encore une fois, pardon de l'expression, mais à une sorte de simplisme de la complexité? Parce que, au fond, Derrida dilue la polémique Heidegger, l'appartenance de Heidegger au parti nazi, en expliquant que peut-être que si Heidegger ne s'est pas prononcé explicitement, c'est qu'il nous laissait à nous le soin de le penser, ce qui est quand même un sophisme. De la même manière, ici, au moment du 11 septembre, j'ai le sentiment, mais c'est à vous lire, Benoît Peeters, c'est en lisant les textes que vous avez choisis et la façon dont vous racontez cette histoire. J'ai le sentiment qu'au fond, Derrida a, comme tout un chacun, une opinion sur cette affaire et que cette opinion, il la déguise en souci de complexité.
Non, je pense que vous êtes dur et que traduire Apori par un passe, par exemple, ne peut pas rendre compte de la volonté chez Derrida qu'il y a toujours de penser les deux bouts ensemble, de ne renoncer ni à l'un ni à l'autre, d'où sa difficulté quelquefois à intervenir dans les médias, à intervenir sur la scène publique, là où il faudrait être tranchant. Il le fait quelquefois sur Là des où on a causes si peu de très temps, précises. justement. Mais je crois qu'il y a chez lui, si on prend par exemple une des grandes questions qui est celle de l'hospitalité, où on lui a reproché cette notion d'hospitalité inconditionnelle, c'est parce qu'il pose d'un côté une sorte d'idée régulatrice, l'hospitalité inconditionnelle, et qu'en même temps, il dit que toute hospitalité au sens politique devra se donner ses propres normes, mais en n'oubliant pas ce point-là, qui est que l'hospitalité dans son être même, dans son essence, elle est inconditionnelle. Et il essaye de penser les deux choses en même temps, de même qu'il essaye de penser la justice, comme on le disait, et le droit en ses infinies complexités. C'est tenir les deux bouts. Alors bien sûr... Ou une c'est démocratie question... qui, pour répondre au pire, ne doit pas renoncer à ce qu'il a fonde. Voilà. Et une démocratie qui est toujours pour lui à venir, et non pas futur, à venir, c'est-à-dire qui est toujours à l'état de promesse. C'est un point qui est difficile et qu'on ne peut pas traiter ici comme cela, mais je crois qu'on ne peut pas ramener ça à une sorte de réponse dilatoire, comme ça, qui différerait toujours les choses au nom d'une complexité simplement postulée. Je crois que dans le texte de Derrida, il y a quelque chose... qui nous aide à penser parfois même contre lui, qui nous aide à penser en ne transigeant pas sur le détail. Au fond, donc, la complexité n'est pas pour vous un alibi, on l'a compris. Pierre Bouretz, rapidement. Oui, je crois qu'effectivement, on peut, pour terminer au fond, je crois que Derrida est quelqu'un qui incite et qui aide à penser, contrairement à Habermas, qui nous propose d'entrer dans sa pensée. Derrida est quelqu'un qui incite et qui aide à penser. Au fond, il suffit d'ouvrir presque n'importe quel livre de Derrida, et en particulier ces livres qui commentent les grands textes classiques de la philosophie, pour être restimulé à relire Husserl, à relire Kant, à relire Heidegger. Alors effectivement, il ne nous rassure pas. Souvenez-vous de ce que dit Habermas dans le texte d'hommage à Derrida, donc d'hommage posthume. Il dit, et c'est une magnifique définition de ce que serait la déconstruction, une fois toute haine et tout malentendu. Avec lui, les hiérarchies, les agencements, les positions habituelles nous livrent un sens à rebours de celui qui nous est familier. Le monde dans lequel nous croyons être chez nous devient inhabitable. Nous ne sommes pas de ce monde, nous y sommes des étrangers parmi les étrangers. Quelle meilleure définition de ce que c'est que penser. On y retrouve le Derrida qui, faisant référence à la nausée, s'attache à toujours se rendre le monde insolite. On va aller, pour clore cette émission, peut-être à la source de ce talent derridien de penser contre soi-même, de la difficulté de penser contre soi-même. Écoutez-le. Le racisme dont j'ai le plus souffert, dont j'ai eu l'expérience la plus aiguë, la plus douloureuse, était naturellement l'antisémitisme, qui était permanent en Algérie, mais qui s'est déchaîné au moment de la guerre. C'est-à-dire en 1940, j'avais 10 ans, quand à ce moment-là, c'est devenu en quelque sorte la doctrine officielle du gouvernement français et de la société française, et quand à l'école, tous les enfants juifs, et tous les professeurs juifs, de l'administration, tous les fonctionnaires juifs, à quelques exceptions près. Et donc, quand j'ai eu 10 ans, j'ai été chassé de l'école. Ça, je l'ai souvent raconté. Et donc, mon frère et ma sœur aussi. On ne m'a pas expliqué pourquoi. Un jour, le surveillant général de l'école m'a dit « Tu rentres chez toi et tes parents t'expliqueront ». Mais ce qui a été le plus douloureux, curieusement, ce n'était pas simplement cette décision administrative de l'expulsion de l'école, c'était dans la rue, avec les insultes des enfants, sales juifs, la violence avec laquelle ça s'exprimait. Ça, c'était l'expérience quotidienne de la persécution des enfants par des enfants. C'était même pas des adultes, c'était des copains, des gens dans la rue, ou dans l'école, ou à la sortie de l'école, qui insultaient le sale juif, ou quelquefois c'était des coups. Alors, donc de ça, j'ai une expérience très riche, entre guillemets, et très, très douloureuse, qui m'a rendu naturellement, toujours jusqu'à maintenant, extrêmement sensible au racisme et à l'antisémitisme. Et je suis très... j'ai un regard et une oreille très exercés pour déceler l'antisémitisme, même quand il est très dissimulé ou comment dire,
converti en d'autres choses. Je suis très attentif à ça. Bon. Mais le paradoxe dans cette affaire-là, et ça j'en ai souvent parlé aussi, c'est qu'au moment où j'étais en quelque sorte exclu de l'école et de la communauté française chrétienne en quelque sorte, je n'étais pas heureux non plus d'être renvoyé à la communauté juive, enfermé dans la communauté juive. Et il y avait une école, on m'avait inscrit, mes parents m'avaient inscrit dans une école juive, puisque avec tous ces professeurs juifs qu'on avait chassés, c'était facile de reconstituer une école, une bonne école. Et je n'ai pas aimé non plus. J'étais mal, non. Je ne me sentais pas bien non plus. Donc il y a eu en même temps en moi une espèce de rejet aussi de la solidarité juive, de la communauté juive. Et ça a été, ce sont des années qui ont beaucoup compté pour moi. J'étais très marqué par cette double expérience de l'antisémitisme, de l'exclusion antisémite, et puis de mon propre malaise dans la communauté juive. On est très en retard, il est 10h51. Toutes nos excuses, Adèle. À vous de jouer, c'est le journal des Nouveaux Chemins. Bonjour à vous. Bonjour Raphaël, excuse acceptée. On observe ces dernières années, aux côtés de la valorisation du travail et de l'effort, le grand retour de la notion de mérite dans le discours politique et dans l'opinion. Mais que veut dire mérite aujourd'hui? De quoi la notion est-elle porteuse? Si vous aussi vous trouvez ce mérite bizarre et êtes sceptique quant à son retour, tendez l'oreille, vous n'êtes pas seul. Bonjour Yves Michaud. Bonjour. Vous êtes philosophe et c'est notamment à vous que l'on doit la fondation de l'Université de tous les savoirs en 2000. Et vous êtes l'auteur d'un essai dont on trouve une réédition en poche, en folio essai ces jours-ci. Un essai dont le titre résume parfaitement le contenu du livre puisqu'il s'intitule « Qu'est-ce que le mérite ?» Dans ce livre, vous interrogez les raisons de cette valorisation du mérite et surtout constatez que ce mérite est un drôle de mérite, dites-vous, puisqu'il est totalement dissocié de toute dimension éthique et vertueuse et qu'il est réduit à une dimension de reconnaissance, soit financière, soit sur la scène publique. Alors Yves Michaud, est-ce que la notion de mérite a pour autant perdu tout son sens aujourd'hui ? Moi, j'ai voulu analyser cette notion parce que j'étais, d'une certaine manière, frappé et choqué de voir revenir le mérite comme uniquement, en gros, sous la forme de salaire au mérite, c'est-à-dire en fait une évaluation quantitative du mérite sans qu'on sache trop bien d'ailleurs sur quelle base l'évaluer. Et par ailleurs, on avait en même temps, du côté des sociologues de l'éducation, tout un discours sur mérite égale diplôme, diplôme égale inégalité, etc. Donc j'ai voulu y voir clair. Au départ, c'était un ouvrage qui était censé se concentrer sur la notion de méritocratie et c'est la première partie en fait du livre et je me suis rendu compte que c'était gravement insuffisant et qu'il fallait aller beaucoup plus loin dans toute la recherche et revenir justement sur les qualités humaines, les capacités humaines, ce qui fait les égalités, les inégalités, etc. Oui, donc une façon que vous avez de procéder, de montrer notamment que la notion même de mérite est antithétique avec la notion d'égalité. Puisque si une société est régie en fonction du mérite, si nous sommes dans une méritocratie, alors c'est la recherche même de l'égalité qui pose problème. Oui, mais alors justement le paradoxe de la méritocratie quand on l'étudie de près, c'est que c'était en fait une pensée d'égalitaire au départ. C'était contre les inégalités dues aux privilèges, au rang et à la naissance. Mais on s'aperçoit qu'effectivement, au fur et à mesure qu'on essaye de mettre au point un modèle méritocratique, eh bien ça pose des questions sur la question en quoi sommes-nous égaux et en quoi sommes-nous inégaux. Alors la question devient de plus, elle est d'abord conceptuellement extrêmement compliquée, c'est la seconde partie du livre, et j'ai vraiment passé en revue toutes les théories de l'égalité pour une raison simple, c'est que, à mon avis, dans la philosophie politique du XXe siècle, c'est un des secteurs qui a été le mieux étudié et où les contributions majeures, que ce soit Rawls ou Amartya Sen, par exemple, sont les plus importantes. Là, vraiment, c'est des vraies contributions philosophiques. Et d'autre part, à cette problématique de l'égalité s'ajoute aujourd'hui une problématique très importante qui est celle de la chance. Parce qu'on a une vision, si vous voulez, les hommes ont des capacités. Et effectivement, en fonction de ces capacités, on peut plus ou moins essayer de décerner des mérites et éventuellement aussi intervenir sur les capacités pour rétablir ce qu'on appelle l'égalité des chances. Sauf que il se pose toujours la question de savoir si les capacités, à quoi devons-nous nos capacités? Est-ce que les capacités sont des dons du ciel, des dons, comme on pouvait le penser dans un contexte théologique? Est-ce que les capacités sont des distributions génétiques dues à la génétique? Et donc la notion de chance vient de nouveau tout remettre en question dans une réflexion sur l'égalité.
Pourquoi l'appauvrissement même du concept de mérite que vous constatez et que vous décrivez bien pose-t-il problème? Pourquoi? Parce que vous constatez effectivement que le mérite, la notion de mérite est désormais dissociée de toute dimension morale. Vous insistez beaucoup là-dessus. Pourquoi dans ce cas ne pas tout simplement renoncer à cette idée-là? Parce qu'on a quand même encore besoin de penser que les êtres humains font preuve de capacité et que ces capacités méritent d'être valorisées, je dirais, dans les interactions sociales. On a besoin, je pense, de la notion de mérite. Au fond, c'est une défense straussionienne que je fais, à la Straussonne, que je fais de la notion de mérite. C'est-à-dire que nous avons besoin, finalement, d'évaluer notre reconnaissance ou notre antipathie vis-à-vis d'autrui en fonction de la qualité de la relation sociale. Et du coup, ce à quoi je reviens en fin de livre, c'est plutôt un concept du mérite proche de l'éthique des vertus, un concept de mérite tel qu'on le trouve chez les moralistes classiques, les moralistes français du XVIIe siècle, où le mérite, c'était une évaluation de la contribution d'autrui dans les rapports que nous avons avec lui et dans c'est une évaluation de la reconnaissance sociale. Alors vous voyez la dérive qu'il y a aujourd'hui où la reconnaissance de la contribution sociale se fait sur la base de la performance, des salaires et de critères qui sont des critères parfaitement fantaisie. Ça n'a rien à voir avec la dimension de la relation humaine. Oui, vous dites, si nous nous passons du mérite, nous nous retrouvons dans un monde régi par la seule causalité et la seule utilité. Et vous écrivez plus loin, le mérite exprime cette mesure de l'humanité, du caractère humain de la relation. Mais il y a d'autres choses que le mérite qui peuvent permettre de prendre la mesure du caractère humain de la relation. Oui, mais alors ce seraient des choses qui seraient encore Pourquoi pas la vertu en tant que telle, en général? Oui, mais alors justement, ça serait encore plus intempestif. Je veux dire, il me semble qu'aujourd'hui, on est obligé d'écrire sur le mérite parce que c'est de plus en plus difficile d'écrire. C'est quasiment impossible d'écrire sur la vertu. D'une certaine manière, le livre est sur le mérite comme pis-aller de la vertu. Ce que je voudrais défendre, c'est effectivement une éthique de la vertu, une éthique assez aristotélicienne. On aimerait pouvoir dire à chacun selon sa dignité de vie et non selon ses mérites. Cette phrase est de vous, Yves Michaud. Donc dans ce livre, qui s'appelle tout simplement « Qu'est-ce que le mérite ?» et qu'on trouve en folio essai. Alors Adèle, on finit avec vous la semaine, voilà, oui, avec le micro c'est mieux. Connaissez-vous le philosophe César Beccaria, un philosophe italien de la fin du XVIIIe siècle qui entendait réformer deux des principaux savoirs de son temps, le droit pénal et la rhétorique, ainsi que contribuer à la formation d'un nouveau savoir qui prendrait la forme d'une économie politique. C'est un philosophe dont on cite peu le nom aujourd'hui, encore moins les ouvrages, mais auquel Philippe Audejean consacre un essai qu'on trouve aux éditions Vrin, un essai qui porte sur l'ensemble de l'œuvre de Beccaria et qui parvient à en montrer la force et l'originalité. Car Beccaria est un grand philosophe qui a apporté une contribution originale à l'empirisme des Lumières et au libéralisme naissant, avec notamment son ouvrage intitulé « Des délits et des peines », qui est considéré comme l'acte fondateur de la justice pénale moderne. Le livre consacre 3 chapitres à la philosophie pénale de Beccaria, dans lequel l'auteur y trouve certes une théorie du droit, mais également une théorie de l'homme et une théorie de l'histoire. Car c'est au nom du souci de l'utile et dans le contexte des passions adoucies du monde moderne que la justice doit fonder son action sur le principe des moindres mots possibles. On y découvre aussi l'auteur d'un traité de style et d'un cours d'économie encore moins connu. Je vous invite donc à plonger dans l'univers du philosophe milanais, et c'est possible grâce à Philippe Audejean aux éditions Vrin. César Beccaria, merci à tous nos invités, donc Benoît Peeters, Pierre Bourretz, Yves Michaud. Cette émission, vous la retrouvez sur Internet où vous attendent le téléchargement des émissions de la semaine, l'écoute en ligne des émissions du mois, ainsi qu'une bibliographie donc où vous trouverez le dernier livre d'Yves Michaud naturellement, l'ouvrage de Pierre Bourretz d'un ton guerrier en philosophie, Habermas, Derridas, quel bon lapsus, Habermas, Derrida et compagnie, donc co, c'est dans la NRF, et puis la biographie de Benoît Peeters, la biographie de Derrida qui nous accompagne toute la semaine. On se retrouve demain, d'ailleurs, Benoît Peeters, en compagnie cette fois-ci de Jean-Luc Nancy, le philosophe et l'ami Jean-Luc Nancy, à qui Jacques Derrida consacra notamment un très beau livre, Le Toucher, Jean-Luc Nancy, un livre d'ailleurs au terme duquel, à la lecture duquel Jean-Luc Nancy conclut qu'il ne devait plus toucher au toucher. On en parlera demain.